Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Geek Squadron consacré aujourd'hui au dernier Doctor Strange and the Multiverse of Madness. J'accueille avec moi Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Céline. Donc on rappelle à nos auditeurs, Sylvain, que tu es podcasteur pour Star Wars en direct et puis aussi critique cinéma pour Game Live. C'est ça. Et donc aujourd'hui, on s'intéresse au dernier du MCU, c'est-à-dire, comme je disais, Doctor Strange. Côté casting, je propose qu'on se limite au grand nom pour éviter les spoilers. Et puis, on se fait une petite critique non spoiler, et puis après, on se fait une petite critique un petit peu... Un peu plus détaillée, un peu plus spoileuse. D'accord, pas de souci. Bon, on retrouve les grands acteurs... du tout premier, on a Benedict Cumberbatch qui fait Doctor Strange, on a Benedict Wong qui fait Wong, facile, on a Rachel McAdams qui va faire Dr. Christine Palmer, et puis on a Elizabeth Olsen qui n'était pas dans le premier mais qui est pas mal dans le MCU quand même depuis longtemps, depuis Avengers l'ère d'Ultron, dans le rôle de Wanda Maximoff. Et puis, une nouvelle venue qu'on a vu pas mal déjà dans la bande-annonce, donc c'est pas vraiment un spoiler, c'est Shloxly Gomez, qui fait America Chavez. Alors, je suis désolée si je prononce mal, je sais que j'ai fait pas mal de... j'ai fait Aztec seconde langue, enfin non, j'ai fait pas mal de jeux de rôle Aztec, donc normalement je sais que le X ça se prononce che, mais c'est quand même pas évident. Moi, je suis dyslexique, donc j'ai abandonné l'idée d'essayer de prononcer son prénom. C'est foutu d'avance, donc je l'appellerai par son nom de personnage. Donc tu diras America. C'est ça. America. Ça c'était dans West Side Story, pardon. Non, mais le TL c'est une consonne en soi en AULT, du coup. Mais je ne sais pas exactement comment elle se prononce. C'était pour la petite pour l'anecdote. Dissertion. Donc, sans spoiler nos auditeurs, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, qu'est-ce que tu en as pensé, Sylvain ? Eh ben, moi, je me suis bien amusé. C'était très sympa. On pouvait avoir quelques craintes parce que Rémi est quand même un spécialiste de l'horreur et de l'épouvante. Mais bon, il vient bosser pour Tonton Mickey, donc on pouvait avoir quelques craintes sur... Et en fait, pas du tout. C'est pas à regarder avec des enfants en bas âge. Il y a quelques scènes bien gore, il y a du mort-vivant, il y a du zombie, il y a du... Et c'est spoiler, ça ? Bah non, c'est dans la bande-annonce. Non, spoiler, ce serait dire qu'on voit quelqu'un découpé en deux par un bouclier. Mais ça, c'est spoiler. Hein ? Ah bah oui. Ah, tu devais dormir à ce moment-là. Ah, en plus, un bouclier célèbre qu'on voit toujours au bras d'un certain officier de l'armée américaine. Ah, je crois que je vois à quelle scène tu parles. Voilà, celui-là. Donc ouais, c'est âme sensible s'abstenir. Franchement, je me suis bien amusé. C'était moins le cas de Cédric, mon rédac chef, qui était à côté de moi, qui a beaucoup moins apprécié, même si au final le film est divertissant. On en dira plus par nous, mais je l'ai trouvé bien sympa. Mais c'est à ne pas voir encore une fois avec des enfants en bas âge. Alors oui, c'est vrai j'ai parlé du casting, mais j'ai pas parlé du fait que du coup, en fait, on retrouve à la réalisation Sam Raimi. Comme tu dis, c'est un maître de l'horreur. Bah, Evil Dead, c'est lui. Mais c'est aussi celui qui avait réalisé les 3 premiers Spider-Man, ceux avec Tobey Maguire, qui sont des fois un petit peu sanglants pour les avoir revus il y a pas très longtemps. Je m'étais dit, c'est à partir de quel âge ? Et après, je me suis dit, c'est pas pour les tout petits quand même. C'est ça, ouais, mais encore dans j'ai jamais trouvé ces Spider-Man très gore, très horreur, à part ça va jamais dans le gore.
Mais il y a des fois, tu te dis, ils utilisent le fait que ce soit des super-héros pour engendrer une violence encore plus grande, parce que il y a des fois, il y a des coups, tu te dis, il serait mort si c'était un humain normal. Ah bah oui, mais ça c'est particulier, hein. Mais là vraiment il y a du sang, il y a de la barbaque qui bouge, il y a il y a de l'épluchage, il y a de l'explosion interne. Ils en ont foutu plein les murs. Hein. Bon, on n'est pas dans un Punisher interdit aux moins de 16 ans, mais bon, c'est et j'ai été agréablement surpris, hein, pas parce que j'aime spécialement les films d'horreur ou les films ultra gore, mais parce que justement, il y a le petit côté Evil Dead cartoonesque dans ce film, et on peut dire qu'ils se sont lâchés là. Il s'est lâché le Kevin. Alors, moi, je voulais rajouter que c'était aussi écrit par Michael Wardron, qui avait écrit la série Loki. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai aussi beaucoup aimé. Alors, j'avais rien vu comme spoiler. Je pense que j'avais dû voir une bande-annonce, mais pas les dernières, parce que tu vois, tu dis que c'était dans les bandes-annonces. Ça, je l'avais pas vu. Je suis pas du tout une amatrice d'horreur, même si y en a certains, j'ai envie de dire, quand c'est bien fait, j'aime bien. Ceux qui ont vu Rec comprendront que j'aime bien ce film. Enfin, j'ai bien aimé le voir, mais il faut pas le regarder quand il fait trop noir, parce que c'est... Ni tout seul, ni quand il fait trop noir, ni... Voilà, c'est ça. Ou 28 jours plus tard. Je sais pas pourquoi j'ai que des films de zombies en tête, mais peut-être parce que j'en ai pas vu beaucoup d'autres, parce que justement je suis pas très horreur. Et là, je trouve qu'en effet, ces petits, c'est plus des hommages un peu au style horreur. Je trouve que ça passe bien, parce que c'est bien intégré dans le scénario. On n'a pas l'impression de... Allez, je te mets de l'horreur, mais alors je te le mets... Ça a été rajouté comme ça. C'est dans le scénario. Ils prennent le prétexte, justement, de la folie du multivers pour rajouter la chose horrifique, surtout qu'on a 2 magiciens. Donc forcément, leur pouvoir, c'est pas simplement faire des moulinets avec les doigts et les mains et faire des jolis effets de lumière orange ou rouge. Donc c'est bien intégré. C'est peut-être aussi pour ça que j'apprécie. Moi, au contraire, je suis pas spécialement friand des films d'horreur. Globalement, la barbaque, c'est aussi bizarre à dire que ça, parce que tu connais mon amour fou pour Hannibal Lecter. Mais la barbaque, les films de barbaque un peu gratuits où le but du jeu c'est de tuer la blonde à gros seins la façon la plus barbare qui soit, ça m'intéresse pas en fait. Oui, t'aimes mieux les psychopathes. C'est ça, ouais. C'est les gros slashers où les personnages sont tous des demeurés. Enfin, c'est un concours de demeurés à celui qui se jettera la façon la plus stupide dans les bras du tueur en série. Ça... Alors, effectivement, quand je bosse 12 heures de nuit, c'est vrai que j'ai tendance à m'enfiler ce genre de film parce que ça fait passer le temps très très vite. Mais bon, c'est pas du tout mon style de film. À la base. Voilà, je préfère je préfère vraiment le premier Halloween ou la vraie suite qu'ils ont fait. Enfin, la vraie simili-suite qu'ils ont fait il y a quelques années avec le retour de... C'est plus ce genre d'ambiance que j'aime. Ah, je les ai jamais vus pour le coup. Ah ouais? Eh ben non. C'est comme ça. Et dernière chose avant qu'on passe au spoiler, qu'est-ce qu'on conseillerait d'avoir vu avant à nos auditeurs? Bon, forcément le premier Doctor Strange. WandaVision, je pense que c'est quand même pas mal. Loki, je pense qu'on peut peut-être s'en passer, même si ça peut être intéressant. Loki, on peut s'en passer parce que, en gros, ça t'introduit le concept du multivers. Donc ça, t'as pas. Même si c'est toujours sympa,
t'es pas non plus obligé de t'enquiller 10 ou 12 heures de programme simplement pour te dire que oui, bah il y a dans le MCU maintenant il y a des univers parallèles. Tu vois, il suffit qu'on te le dise et puis basta. Mais ouais, encore même je me dis le premier Doctor Strange, bah juste pour savoir qui est Strange et qui est Wong. Par contre, pour moi, WandaVision est obligatoire. Oui, pour moi j'aurais dit la même chose. Et le dernier Spider-Man où il y a quand même beaucoup Doctor Strange, je pense qu'on peut s'en passer aussi, même si ça peut être utile parce qu'il y a des petites références. C'est un peu comme Loki, je trouve que. Mais il est pas du sport. Et puis pour l'anecdote, à cause de la pandémie, la sortie des films est inversée. Doctor Strange et The Madness of the Multiverse auraient dû sortir avant Spider-Man No Way Home. Oui, mais ils ont quand même... ils ont modifié... Ils ont modifié de manière à ce que ça reste cohérent maintenant. À ce que ça reste cohérent, oui, mais pour moi, ce qui veut bien dire que finalement, t'as pas besoin d'avoir vu No Way Home pour comprendre Strange 2. Par contre, ouais, Wanda, Infinity War et Endgame, pour comprendre l'état d'esprit de Wanda, justement, pour moi, c'est les 3 choses à voir absolument. Ouais, je suis d'accord. Donc on passe au spoiler. Bah ouais, direct. On y va. Alors moi je voulais aborder un point, c'était que dans WandaVision, pour moi c'est vraiment... C'était une façon de voir le deuil. Alors, on n'a pas fait d'analyse de WandaVision, mais très clairement, tout au long de la série, on passe par les différents stades du deuil, avec, tu sais, le refus, tout ça, blablabla, jusqu'à la cessation par rapport au deuil de Vision, en fait. Et on nous a introduit, au passage, ces enfants qui... alors qu'en fait, elle est dans un monde qui est une émanation simplement de sa magie, hein. Oui, mais il faut pas non plus oublier que, oui, c'est dans le X là, à Westview, elle crée, elle modifie la ville, elle crée tout un environnement autour d'elle où elle est mariée avec Vision et où elle a des enfants. Mais il faut pas non plus oublier que pendant ce temps-là, elle est manipulée par l'autre sorcière Agatha, qui lui tripatouille aussi les méninges. Donc c'est à la fois sur le deuil, sur le propre deuil de Wanda, mais il faut pas non plus oublier qu'il y a quelqu'un qui est en train de tirer des ficelles derrière elle. Alors du coup, ça m'a étonné en fait, parce que je pensais que le fait qu'à la fin de la saison WandaVision, elle détruit le ex et cette vision-là, elle avait accepté et la mort de Vision et la mort de ses enfants. Et en fait là, le film nous montre que elle a peut-être accepté la mort de Vision, mais elle a pas accepté la mort de ses enfants. Alors ça pourrait être... Ça pourrait, c'est vrai que c'est con parce que c'est toujours le vieux trope à la mort moelleux la pauvre femme avec plein de pouvoir mais qui est rendue folle parce que et puis elle a trop de pouvoir pour son propre bien, blablabla. Faut aussi le faire que, comme on le voit dans la scène de fin de WandaVision, elle étudie le Darkhold, qui est le livre de sorcellerie noire totale et absolue, qui a été créé par le premier démon, machin, et le dit démon, il est encore dans le bouquin, donc il l'influence. Je sais pas. Enfin, moi j'aime bien penser quand même que c'est pas juste le démon, que c'est aussi une volonté propre. C'est un peu facile aussi de dire qu'à chaque fois qu'une femme c'est une méchante, en fait c'est pas vraiment elle la méchante. Tu vois, il y a un autre trope aussi là-dessus. Il y a aussi ce trope-là, mais pour moi, c'est pas simplement elle. Elle a comme n'importe qui, elle a ses propres faiblesses, elle a ses propres traumatismes. Si quelqu'un fait mumuse à appuyer là où ça fait mal, au bout d'un moment, soit tu t'auto-détruis, soit tu pètes une durite. Il y a toujours, c'est toujours ambigu, c'est toujours ambivalent, donc dire que tu comprends, c'est en fait parce qu'elle veut des enfants, elle a pété une durite, moi ça me va pas, et dire que en fait elle l'a fait totalement en connaissance de cause et qu'elle est 100% maître de ses faits et gestes, ça me va pas non plus, parce que pour moi elle l'est pas.
c'est moins dit dans le MCU, mais dans les Marvel, le Darkhold, c'est vraiment si le machin est de base coulé dans le béton, plongé au cœur d'un volcan, et on a posé une montagne dessus, et on a balancé la montagne au fond de l'océan, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il faut pas s'approcher de cette saloperie de livre. Alors du coup, on va être obligé de faire une petite digression sur le Darkhold. On a essayé de réviser avant l'émission. Ah non, donc le Darkhold dans le MCU, il apparaît d'abord dans Agents of S.H.I.E.L.D. Saison 4. Donc on vous conseille la saison 4 du MCU si vous voulez voir ces événements-là. C'est la saison où, pour ceux qui ont vu et qui se rappelleraient plus trop, comme moi, où il y a le Ghost Rider, et donc en fait c'est l'histoire avec Aïda qui prend un corps grâce au Darkhold et tout. Voilà. Et ensuite, on le voit réapparaître avec l'histoire d'Agatha. Entre les deux, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Comment elle a réussi à l'avoir. Bon, après, on sait jamais si c'est vraiment le même univers non plus. Là, officiellement, ça l'est toujours. La série a été créée comme un ajout au film. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut toujours faire une pirouette? Parce que, alors moi, comme je t'ai dit, j'ai lâché Agent of S.H.I.E.L.D. assez tôt. On peut toujours s'en sortir par une pirouette en disant que, là, c'est un univers parallèle. C'est une des théories, parce que c'est vrai que quand on regarde la série en entier, il y a quand même des trucs, on se dit, ça paraît pas très cohérent que ce soit toujours dans le même univers que ce qui se passe dans les films. C'est ça. À partir de la saison 3 à 4, ça commence franchement à se décorréler de les dernières, ils ont fait des voyages dans le temps, il y a eu de la réalité virtuelle, il y a eu des trucs, voilà. Et puis Coulson n'est toujours pas... Alors, il est toujours pas mort. Il est toujours pas réapparu dans les MCU, surtout que c'est toujours bizarre parce qu'il a fallu à peu près 36 secondes à Tony Stark dans le premier Avenger pour pirater l'intégralité du réseau du S.H.I.E.L.D. depuis l'interne du vaisseau. Donc, le fait d'apprendre que Coulson est toujours vivant, Stark, il l'aurait su assez vite en fait. Donc c'est assez bizarre. Alors, mais pour revenir au Darkhold, en tout cas entre Agents of S.H.I.E.L.D. et WandaVision et Doctor Strange 2, il a changé 3 fois de forme. Oui, mais en tout cas, c'est toujours un peu le même principe. Hein. C'est le livre des damnés, et puis quand tu le lis, t'obtiens des pouvoirs phénoménaux. Dans un vrai mouchoir de poche. Voilà, dans un livre de poche. Mais en échange, tu as un prix à payer. Donc on verra le prix que Doctor Strange va devoir on peut tout avoir. C'est la facture qui est problématique. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Mais... D'ailleurs, j'étais en train de citer Aladdin pour ceux qui n'avaient pas reconnu, et puis tu faisais la réponse. Justement, dans cette phrase, il explique que le prix à payer, c'est que les génies doivent obéir au doigt et à l'œil, au doigt et l'œil et à leur maître. Voilà. Encore un prix à payer. C'est un exemple très bien choisi. Je m'envoie des petites fleurs. Ah bah. Mais je vais revenir du coup sur Doctor Strange, mais après cette petite incursion dans Agent of S.H.I.E.L.D., que d'ailleurs la saison 7 vient d'être disponible sur Disney+, donc je vais pouvoir finir, enfin. On vous fera une petite critique à la fin. Si j'arrive à trouver quelqu'un d'autre. Mais du coup, alors par contre, moi je me pose une question. C'est dans les autres univers, les enfants, ils sont en dehors du X, non? A priori, oui. Et du coup, comment ça marche? Alors j'ai vu un article, je sais plus sur quel site. Ce n'est pas, les enfants, dans certains univers parallèles, ces enfants existent réellement. Donc, par exemple, je crois que c'est l'actrice qui disait ça, Elizabeth Olsen, disait que les enfants qu'on voit, c'est vrai qu'on voit maman, on voit les deux enfants, mais on voit pas Vision.
Oui. Donc peut-être que dans cet univers-là, Wanda et Vision ont été mariés, ils ont eu des enfants, mais ils ont divorcé, ils sont partis, machin. Donc le fait que dans le MCU, dans l'univers 616, puisque maintenant il l'appelle officiellement comme ça, alors qu'il avait un autre, que normalement le MCU a un autre numéro. Effectivement, la création, les enfants sont une création à l'intérieur du X, mais dans d'autres univers, ils peuvent être réels, ils peuvent être vrais. Je veux dire ça avec des guillemets. Ah ouais, mais ça n'empêche que Vision, c'est pas censé être un androïde. Alors c'est même pire que ça parce que c'est un bout de normalement c'est du il est en partie en vibranium. Ouais. Plus mais de toute façon, faut pas chercher à comprendre, sinon c'est trop bizarre. Ouais, on est d'accord quand même. C'est ça, sinon c'est trop bizarre, il faut pas chercher, chercher. Sinon on va... Est-ce que le vibranium fait vibrer? Tu vois ce que je veux dire? Oui, a priori oui, puisque regarde, quand Thor tape sur le bouclier avec Mjolnir, il y a une immense onde de choc. Voilà. Je savais pas qu'on avait vite viré à la partie moins de 18. Bon, il fallait que que la question soit posée, on est d'accord quand même. Ah ouais, mais même dans les comics, Vision est un androïde et pourtant Wanda et lui ont des enfants. Ah bah voilà. Donc c'est pas juste les films. Comme j'ai pas lu ces trucs-là. Faudrait que je recherche, mais si ça se trouve, est-ce que c'est des créations, est-ce que c'est des machins, ceci, est-ce que par le pouvoir magique de l'amour, Wanda, Vision est devenue un être humain le temps de la copulation, j'en sais rien et je dois pas le savoir en fait. C'est... Bon, en tout cas, moi je savais pas du tout que ce serait Wanda qui serait l'ennemi, et moi j'ai été hyper agréablement surprise, quoi. Parce que elle a vraiment un rôle du coup très important déjà, pas secondaire, puisque c'est le méchant principal, voire le seul. Enfin, si, il y a un petit peu Mordo comme d'habitude qui était jamais très sympa, et puis Sinister Strange. Mais voilà, et puis je trouve que sa phrase là de vous enfreignez les règles et vous devenez un héros, et moi je deviens l'ennemi. Je trouve que c'est d'une beauté. Vraiment, je trouve que il y a une profondeur dans ce personnage qu'ils ont donné. Enfin, je trouve qu'en général, dans les films en général, mais j'allais dire dans les films du MCU, mais c'est valable dans tous les films. La qualité du méchant, quand il y a un méchant, ça joue quand même beaucoup sur la qualité du film. C'est ça qui donne la psychologie du film. C'est ça, mais même les meilleurs Bonds, ce sont ceux où l'ennemi est génial. Dès que t'as un très bon antagoniste, quel que soit le type d'antagoniste, ce qu'il veut, et pour rester dans le MCU, le meilleur exemple, c'est Thanos. Le Thanos d'Infinity War est infiniment supérieur au Thanos d'Endgame. Ah ben Infinity War, moi j'ai beaucoup aimé par rapport à... C'est le même personnage avec quelques années d'expérience de moins, mais il est quand même différent, il a une autre saveur. Mais ouais, pour repasser, alors moi, comme tu sais que je suis totalement imperméable aux spoilers et je les dévore, j'étais au courant de tout. Mais alors la différence, pour moi, c'est pas non plus l'antagoniste. Wanda est une héroïne et et une Avenger, et je la catégoriserai pas en tant qu'antagoniste. C'est la méchante du film et c'est pas l'antagoniste. Mais ouais, c'est sûrement, je préfère même son rôle à celui de Strange. Alors qu'il est très bien, mais pour moi, il est encore trop Tony Stark 2.0. Il est encore trop ressemblant, même si j'espère que grâce à son troisième œil, il va sortir, il va évoluer vers quelque chose d'autre. Mais même j'ai trouvé, il y a plein de petites choses dans le film
que j'ai adoré sur la psyché des personnages. Même Strange, qui a l'air d'être le coolos absolu, bah tu sens que quand t'as l'autre docteur là qui l'aime pas et qui lui dit j'ai perdu mon frère pendant le glitch, il n'y avait pas d'autre moyen, et tu sens que Strange là, tu sens le poignard dans son cœur et qui se retient de pleurer et qui dit non, désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai pas pu sauver tout le monde. Même pendant puisque le film s'ouvre sans la partie intro, s'ouvre sur le mariage de Rachel McAdams et de pas Doctor Strange. Tu sens quand il la voit, tu sens quand même que deuxième poignard dans le cœur, et même face à Wanda, à plein de moments, j'ai trouvé qu'il veut pas, tu vois, il est pas en mode super sorcier. Il a pas envie pardon pour la règle, mais de lâcher toute la sauce, toute la purée face à Wanda. Il passe son temps aussi à temporiser. Tu sens que même lui, il a pas envie que ce soit la méchante. Il veut pas lui taper dessus. Ah, je suis d'accord. Alors, pour finir sur Wanda, moi, justement, j'avais peur que ça finisse par le fait qu'elle se fasse tuer, et je me suis dit, en fait, ça aurait un message de, en fait, finalement, elle ne peut pas guérir de son deuil, et je trouvais que c'était inverse du message de WandaVision. Donc, franchement, pendant un bon moment dans le film, je me suis dit, oh là là, mais il va finir par la buter et ce sera dommage, quoi. Bon, au final, ok, elle s'est pas fait buter, mais elle finit quand même un peu enterrée. On n'a pas vu le corps. Elle finit quand même pas bien, mais t'as raison, on n'a pas vu le corps. Ça reste la sorcière la plus puissante du monde dans cet univers. Et dans les autres, il n'y a pas de raison. Et il y a des chances pour que dans les autres ce soit pareil. Donc ça reste possible qu'on revoie Wanda. Enfin, elle a signé pour 7 autres films, donc c'est pas possible, c'est sûr et certain. Mais ça peut être aussi la Wanda d'un autre univers. Et quand j'y pense, en plus, moi j'avais lu une interview d'Elizabeth Olsen qui disait je suis triste parce que Wanda elle a pas encore eu son film toute seule et tout. Mais elle était contente, en fait, c'était au moment où WandaVision sortait, elle disait moi j'ai pas eu mon film toute seule, mais j'ai ma série, je suis vachement contente et tout, je trouve qu'on explore des choses intéressantes sur le personnage. Et en fait, quelque part, je me suis dit, voilà, elle a pas vraiment son film pour elle toute seule, mais elle va être le deuxième rôle et tout. En fait, oui, elle est le deuxième rôle, mais elle prend pas toute dans la le place. rôle des gentils, ouais, quoi. mais elle prend toute la place. Oui. Elle montre plein de choses plein de choses durant tout le film. La tristesse, le côté badass, le côté Terminator, le côté impitoyable, le côté inarrêtable. Au contraire d'un Strange qui est ou d'un Dominic plutôt, qui est assez monolithique durant tout le film. Je trouve qu'elle a un bien meilleur rôle que Strange, qui garde quand même ce côté la petite barbichette bien droit, là, qui a bien repassé. Alors je trouve un peu dur envers Doctor Strange. Je je l'aime bien, mais il me fait encore trop penser à, tu vois, c'est un Tony Stark 2.0, et j'aimerais le voir aller sur autre chose. Alors c'est complètement mon avis. Enfin, moi quand j'ai vu Doctor Strange la première fois, je suis ressortie, j'ai fait ok, il était joli le film, mais en fait je suis allée voir Iron Man, quoi. C'est ça. Je trouvais que c'était le même mec bouffi d'orgueil qui a un accident et qui devient du coup un super-héros parce qu'il passe au travers d'étapes de rédemption, blablabla. Donc je trouvais que vraiment il y avait trop de similitudes entre les deux films,
Il y avait trop de similitudes entre les deux caractérisations du personnage. Maintenant, heureusement, voilà, Doctor Strange, il a un petit peu évolué avec ce qu'il a vécu dans les autres films, où on l'a vu plus ou moins. Il y a aussi ce qu'on a vu de lui dans les What If, notamment le What If où il essaye de sauver Christine, finalement le seul univers où il était avec Christine, où il était en couple avec elle et que ça se passait bien, c'est l'univers où elle meurt. C'était aussi assez intéressant. Bon, c'est pas les films, mais je trouvais que finalement cette série-là, elle a aussi contribué à renforcer ce personnage dans le bon sens, quoi. Ah oui, mais c'est vrai, il y a ça, et c'est pour ça que je suis un pouillème déçu par ce Strange qui est encore pour moi trop équivalent à Tony Stark, alors que avec ce qu'il a traversé, avec ses autres capacités, avec le fait que tu vois, à plusieurs moments dans le film, tu sens que l'armure elle est quand même fragile. Et voilà, j'aimerais que vite il aille vers autre chose qu'un Tony Stark 2.0, parce que c'est pas le même gars, c'est pas les mêmes traumas. Là, clairement, pour moi, son trauma, c'est le fait de ne pas avoir réussi à sauver tout le monde, à ramener tout le monde. Donc pour moi, il faut appuyer là-dessus. On voit que ça le touche quand on lui demande, quand quelqu'un lui pointe du doigt et lui demande en direct, mais il n'y avait pas moyen de sauver mon frère, vous avez sauvé l'humanité, mais il y a quand même des gens qui étaient morts, que vous avez ramenés à la vie et toute leur vie a été bouleversée. Il n'y a pas moyen que vous arrangiez ça aussi, avec tous vos pouvoirs, et que le mec dise... non, en fait, parce que là, ça dépasse mes pouvoirs. J'aimerais qu'ils accentuent ce côté-là. Mais, encore une fois, il y a un danger quand même de rester proche de Tony Stark, parce que Tony Stark, il passe un peu dans ce genre de traumatisme avec justement la destruction de la Sokovie et tous les événements après de Civil War. Donc, on va voir il faut qu'ils arrivent à le traiter différemment. Peut-être, mais pour moi, là, le truc de Tony, c'est justement ne pas que ça ne recommence plus comme il dit dans Ultron. Pour aller tataner du marchand d'armes, ils ont besoin de personne. Par contre, pour des menaces intergalactiques, ok, ils sont là, mais ils tapent quasiment sans réfléchir, sans faire attention aux conséquences. Alors que et c'est ça que veut arrêter Stark, à la fois par les milliers d'armures Ultron ou de trucs automatisés, et en faisant le fait que oui, on se met en rapport avec l'ONU et tout ça, on est donc même s'il y aura du dégât, ça aura été autorisé par les gouvernements, machin, on n'est plus indépendant. Alors que là, moi je verrais plutôt un Strange qui se dit ok, on a sauvé le monde deux fois, on a ressuscité ceux qui sont morts, qui étaient partis, mais voilà, leur vie a été bouleversée. On agit, mais on peut plus agir sans penser aux conséquences de ceux qu'on sauve, de leur famille et de tout le. Alors je trouve que c'est différent, parce que Strange a priori se contrefiche de la politique politicienne, d'être l'ONU, d'être lié à un gouvernement et autres. Je suis pas si sûre, parce que tu vois là, dans l'univers 838, finalement, cette régulation de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, elle est faite par les Illuminati, et quand Doctor Strange 838 provoque la destruction d'un univers, il accepte son sort d'être puni, d'être pulvérisé, pour avoir foutu en l'air un univers. Ouais, mais ça c'est le Strange de cet univers. Et puis alors, vu qu'on est sur les Illuminati, sortir le fusil de chasse. Ils sont bien gentils, mais à part notre petit Patrick Stewart qui revient dans le rôle de Roulette, ils sont cons comme des manches à balai.
c'est censé être les gens les plus intelligents. Tu parlais de Mordo, le Mordo qui est devenu donc le sorcier suprême de cet univers suite à la mort de Lord Strange. Le Mordo, tu te dis, il est inarrêtable. Tu le titilles 2 minutes, il s'énerve et il commence à te coller des pains. T'as Black Bolt, donc l'Illuminati qui parle jamais parce que sinon il pulvérise tout devant lui. C'est vachement pratique. Ah ouais, c'est ça se passe quoi? Ça se passe comment quand il a un orgasme, lui? Ah là là, Sylvain, t'es pire que moi. Ah oui, ah bah c'est. Eh ben, à mon avis, il y a pas grand-chose de ce côté-là. T'as vu que c'est le même acteur qui reprend le rôle de Black Bolt, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui l'avait déjà joué dans la série Les Inhumains, annulée tellement elle était, au bout de quelques épisodes, tellement elle était naze. Ah non, je savais pas ça. C'est le même acteur. Alors, il est parce dans un costume différent. Parce que j'ai pas vu encore Les Inhumains, parce c'est que pas la peine, c'est naze, c'est naze. Donc les Illuminati, donc c'est Mordo, Charles Xavier joué par Patrick Stewart, Black Bolt joué par je sais plus qui, mais le même acteur on a Capitaine Carter joué par Peggy. Oui, par la même actrice par la même. Là, je suis un petit peu déçu parce que Peggy, elle est donc Capitaine Carter qui vient de la série What If. Et je suis un petit peu déçu parce que elle est pas aussi baraque que dans la série. J'ai l'impression que ils lui ont même pas fait porter un costume rembourré comme ils font d'habitude. Et je trouve qu'elle est moins mastoc et l'effet est moins impressionnant que dans la série ou que quand tu regardes Chris Evans en t-shirt. Donc c'est Hayley Atwell. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Alors donc c'est un personnage qui apparaît aussi, comme tu disais, dans la série What If, c'est dans le tout premier épisode. Alors, est-ce que c'est le même univers ou est-ce que c'en est encore un autre où il y a aussi un Capitaine Marvel, un Capitaine Carter? On sait pas. Mais en tout cas, ce qui était bien fait dans What If, c'est qu'en effet, le sérum, normalement, ça t'augmente aussi la musculature et tout ça. C'est bien pour ça que Chris Evans, voilà, il passe de la crevette à Captain America. Et que du coup, là, dans la série What If, en effet, comme c'était animé, elle était pas aussi... Le changement était peut-être pas aussi énorme que celui de Captain America sur je crois qu'elle gagne une tête et puis elle est beaucoup plus large d'épaule, elle est beaucoup plus musclée. Voilà. C'est un effet qu'on retrouve pas ou très peu ici et je trouve ça dommage. Et là, ouais, je sais pas s'ils ont fait un effet spécial, mais moi, en tout cas, j'ai juste l'impression de voir Hayley Atwell avec un costume, quoi. J'ai eu ce même-là, et puis, même sans forcément faire d'effets spéciaux, le premier truc, le plus simple, c'est faire le costume rembourré, le costume que, finalement, ils portent quasiment tous, même Henry Cavill, même Ben Affleck. T'as un costume, et que même dans les premiers 4 Fantastiques, ils portaient. T'as une sous-couche du costume qui sert en fait à faire les muscles saillants. Et je trouve dommage. Alors, il faut dire que la séquence des Illuminati au combat, elle dure à peu près 45 secondes. C'est d'où le fait que je les trouve encore quand même un peu nazes, tous, parce que il en reste 2 ou 3 là, il en reste 2 à présenter. Et je trouve que cette Capitaine Carter, je trouve on la voit pas assez mastoc. Et je trouve ça un peu dommage. Ouais, alors, du coup, on est passé rapidement sur Roulette. Roulette, qui est dans le même fauteuil jaune que dans la série animée des années 90. Ouais, c'est vrai. Juste pour dire, voilà, c'est clairement pour nous introduire dans le canon que les X-Men, c'était juste un univers parallèle, manifestement. C'est l'univers parallèle de la Fox, celui-là. C'est ça. Et son numéro, c'est le 20.
On avait déjà 2 univers parallèles de chez Sony, hein. Qu'on a découvert dans Spider-Man 3. Désolé pour ceux qui ne... 3, parce que t'as l'univers parallèle de Sony de Venom. C'est pas sûr que... Je suis pas sûr que Venom était pas dans un autre univers d'un autre... Bah justement, si, c'est ça le gag. T'as l'univers parallèle Tobey Maguire, l'univers parallèle Andrew Garfield, et l'univers parallèle Venom, Tom Hardy. Bah t'en as aucune preuve, si ça se trouve, Tom Hardy et Andrew Garfield, c'est le même. Bah j'espère pas pour Andrew, parce que ce serait vraiment la déchéance. Parce que dans l'univers de Venom, il y a Mobius aussi. Il va y avoir Kraven et il va y avoir toutes les merdes, toutes les autres merdes. Alors j'espère déjà qu'on n'a pas eu de Amazing 3. Alors si en plus Andrew il doit se taper Tom Hardy, Jared Leto, moi Vampire et tous les autres clowns, c'était pas la peine qu'ils reviennent. Ouais. Donc on a dit Black Bolt qui vient des Inhumains. Il y a aussi Captain Marvel, on l'a pas cité je crois, qui est en fait l'actrice qui fait dans Captain Marvel Maria Rambeau en fait. C'est ça, la meilleure amie de Captain Marvel, donc Carol Danvers. Donc manifestement c'est pas Carol Danvers qui est montée finalement dans l'avion ce jour-là, mais Maria. Et puis il y a Captain Fantastic. Attends, si on peut faire un petit truc sur ce Captain Marvel, ça va peut-être pas te faire plaisir, mais alors je sais pas ce qui se passe avec cette actrice. Je la trouvais très bien dans Captain Marvel, mais alors depuis le dernier James Bond où elle joue justement la remplaçante de 007, j'ai l'impression qu'il y a un concours autour d'elle pour les scénaristes et les dialoguistes de la faire passer pour une bouffonne. Dès qu'elle ouvre la bouche, elle est ultra arrogante, elle est ultra méprisante avec les autres, et au final, elle se fait rétamer la tronche en 3 secondes 2. Et pareil, dans Bond, à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, c'était pour essayer de troller 007, qui en avait rien à carrer d'elle, et ce qui faisait qu'elle passait pour une idiote, en fait. Et j'ai la même sensation ici. C'est vrai que ça... Elle est ultra arrogante. La description que tu fais, ça ressemble un petit peu, ouais. Elle est ultra arrogante en tant que Captain Marvel, alors qu'en tant que Monica Rambeau, je la trouvais ultra cool et sympa. Et là, c'est vrai. Elle a 2 lignes de dialogue avec Strange. Les deux, dès les premières, elle se fout de sa gueule, elle s'énerve. Et au final, elle finit écrabouillée par une statue au bout de 3 secondes et demie de combat. Mais c'est peut-être juste une bonne actrice, Sylvain, parce que, en fait, c'est probablement le rôle de Captain Marvel qui est écrit comme ça. Mais c'est vrai que pourquoi elle lui colle toujours des trucs débiles à faire, quoi. Enfin, pas débile, mais c'est mais d'être un but de sa personne. Un but de sa personne, alors que, tu vois, même, vraiment, mais je sais pas si t'as vu le dernier Bond, mais si, je l'ai vu, à chaque fois qu'elle interagit avec Bond avant la séquence Koulos où ils attaquent à deux la base des méchants, à chaque fois qu'elle essaye de le troller, ça tombe à plat. Parce que Bond ne réagit pas parce qu'il a d'autres chats à fouetter. Et le pompon que j'ai, c'est après l'escapade romantique en Suède ou en Finlande, là, quand elle récupère Bond, elle est avec les petites mitaines en cuir pour conduire l'Aston futuriste, et elle chope Bond au milieu de la route et elle le troll. Et meuf, t'es pas au courant qu'il a été attaqué, que sa nana et sa gamine ont été enlevées, et même sur la tronche de Bond, il y a écrit ne pas faire chier. À quel moment tu te mets à le troller en disant tiens, vous faites la promenade de... Mais ta gueule! Ah, mais oui, il est pas terrible ce rôle dans James Bond. Et dans ce rôle de Captain Marvel, j'ai l'impression qu'ils lui ont remis les mêmes genres de conneries, l'arrogance née,
Et bah ça lui va pas du tout parce que tu vois autant Danvers en tant que Marvel, je trouve que elle a l'attitude, elle a les bonnes réflexions. Elle dit oui bah j'envoie des points, des rayons de photons, je sais voler, c'est même face à jeu de l'eau, j'ai rien à te prouver, tout ça. Je trouve que c'est bien fait. Et là non. Oui et non, parce que y a quand même des fois où c'est un peu... quand dans Endgame, pour se débarrasser d'elle, ça va être de toute façon, vos petits problèmes... Ah oui, mais ça vous savez, j'ai d'autres fois chat à fouetter dans Alors l'univers. ça, c'est mal fait, et c'est parce que les Rousseau... En fait, Endgame a été réalisé avant Captain Marvel, et les Rousseau n'avaient pas la moindre idée de comment présenter Marvel. Ah ouais, non mais clairement, c'était pour se débarrasser d'elle. Tiens, de toute façon, le personnage est tellement cheaté que ça va nous bouleverser le scénario, donc on va se débarrasser. Puis mais moi, ça me dérange pas les persos cheatés. J'aime. Oui, mais moi, ce qui me dérange, c'est les fausses excuses à la noix pour... Ah non mais ah oui mais vous gérez une planète, moi j'en ai 50. D'une partie de JDR où il y a quelqu'un qui a dit non mais tel jour je suis pas là, donc en fait le maître de jeu il a été obligé de dire oui mais en fait le personnage il est allé boire un coup et donc les autres ils vont aller tataner du dragon. Voilà, ça me gêne. Je trouve que ça fait un peu trop artificiel. Sans doute. On est un peu parti en live hein. Comme d'hab. Donc après il y avait aussi Mister Fantastic. Ouais. J'ai dit Captain Fantastic je crois, mais je crois que c'est Mister Fantastic. Non, c'est Red Richards, Mister Fantastic, l'homme élastique. Encore un truc à connotation moins de 18, non? Ça veut dire qu'ils vont encore nous sortir un nouveau... C'est prévu. Voilà. Donc, et joué par John, comment il se prononce comment son nom de famille déjà? Krasinski, celui qui a fait Sentinel, qui est dans Sentinel et qui est dans Sans un bruit 1 et 2. Ouais, j'allais plutôt citer The Office et Jack Ryan, mais... Non, Jack Ryan, c'est tout pourri. C'est à chier. Non, mais dès qu'on l'a vu, en fait, on a dit... Enfin, mon mari m'a dit... je peux pas aller au Yémen, je suis analyste financier, parce qu'on s'est payé la bande-annonce 200 fois, parce que pendant un moment, c'était la bande-annonce qui passait à toutes les pubs de YouTube. Donc, voilà. Du coup... Voilà, dès qu'on l'a vu, c'était je peux pas aller au Yémen, je suis analyste financier. Voilà. J'ai pas vu la série, mais c'est à chier. C'est pas regardable, c'est à chier. C'est raciste, c'est ça... bon mais clairement, c'est. Alors pour ceux qui ne le savent pas, t'es quand même un grand fan de Tom Clancy. À tel point que je pourrais quasiment te réciter chaque bouquin par cœur. Donc si toi t'as pas aimé Jack Ryan, c'est qu'ils ont un petit peu raté, quoi. Ils ont totalement foiré le Jack, sa femme, ils ont foiré Greer, ils ont foiré Clark, ils ont foiré la série, ils ont tout foiré, c'est pas la peine d'aller regarder ça. Regardez plutôt les films avec Harrison Ford, celui avec Ben Affleck à la rigueur. Mais regardez surtout Octobre Rouge. Oui, bah Octobre Rouge, y a pas Harrison Ford, mais il est quand même bon. Ouais, c'est Alec Baldwin. Oui. On est encore dérivé, mais c'est incroyable. C'est ta faute, ce coup-ci. Et donc là, ce Mister Fantastic, même plus globalement, alors c'était, pour ceux qui suivaient les spoilers, c'était quasi annoncé depuis longtemps, c'était le rêve des fans, et donc ça se fera. Puisque Kevin a dit qu'il y aurait un prochain 4 Fantastique. Donc là, tout le monde croise les doigts pour que sa femme soit Susan Storm, enfin joue Susan Storm. Pour les deux autres, on verra plus tard. Quoi, sa femme? L'actrice Amy, qui joue sa femme aussi dans Sans un bruit 1 et Sans un bruit 2, c'est sa femme à la ville. C'est qui? C'est Emily Blunt? Ouais. D'accord, mais je savais pas, moi. Bah si.
Je suis tellement people. Et donc pour ces Illuminati, alors c'est vrai que c'est sympa. Le problème c'est qu'il dure une demi-seconde entre Black Bolt là où Wanda lui dit mais quelle bouche, t'as pas de bouche, et qui donc à la Matrix fait disparaître la bouche de Bolt qui se met comme un idiot à murmurer et donc à exploser de l'intérieur. Entre Mister Fantastic qui finit, vous voyez, il y a un fromage à manger là, rapidos, à 4 heures, qui s'effiloche. Tout pareil. C'est Mister Fantastic en mode effiloché. Et ça m'a rappelé quand Thanos utilise la pierre de la réalité et qu'il effiloche les Gardiens de la Galaxie. Ouais, c'est ça. C'est tout pareil, le même effet. Ou c'est qui, Captain Marvel qui finit écrasé par une statue, Captain Carter qui finit découpé par son bouclier. C'est la séquence est sympa, mais leur durée de vie est pas tip top. Ouais. Ils sont pas bien développés. Ils sont pas bien. On nous les a teasés, on nous a montré que c'était important, mais en gros c'est vous comprenez, vous de l'univers là, vous représentez la vraie menace. Votre petite sorcière en deuil, on va lui faire sa fête, donc vous en prison. Nous, on va s'occuper de la sorcière. Ils survivent un quart de millième de seconde face à elle, parce que là, elle commence vraiment à avoir les nerfs, à tel point que la suite de cette séquence, ça fait très Terminator ou très slasher, avec le tueur impossible à arrêter dans un couloir sombre, qui boite, mais qui se déplace aussi vite que des persos qui sont en train de courir. Donc c'était sympa, parce que c'est toujours sympa de voir les Illuminati, mais elle sert pas à grand chose, cette séquence. Et en fait, je dirais même que on vient à peine d'entrouvrir la porte du multivers, en fait. Ouais, mais je pense que ça sert juste à t'expliquer que quand tu commences justement à ouvrir la porte, en général, tu provoques une catastrophe. C'est ça. Enfin, on se doutait, hein, on avait vu Spider-Man. Et puis Loki. Du coup, on n'a pas parlé de America Chavez aussi. C'est normal, elle sert à rien dans le film. Alors, oui, j'allais te dire, le problème, c'est qu'en fait, elle est pas trop développée non plus, en fait. Il y a quelques petites scènes où, voilà, elle nous parle de son passé, alors ça dure 10 secondes, quoi, pour être plus facilement coupable dans d'autres pays, si tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Et puis, c'est tout. Après, moi, j'ai trouvé ça bien qu'elle ait quand même la dernière scène, là, où elle s'entraîne à la magie, parce que sinon... La pauvre, elle passe son temps, elle contrôle pas son pouvoir. Donc elle passe son temps à courir. Elle passe son temps à courir. Au tout début, elle est avec Doctor Strange, elle commence à lui parler en espagnol, puis elle lui parle en anglais. Alors, je suis désolée, mais alors tu peux parler en différentes langues avec une autre personne, mais en général, c'est quand il y a une troisième personne qui arrive et qui parle pas la langue. Enfin, moi, je me mets pas à parler spontanément en anglais avec toi, Sylvain. Déjà parce que ça va être dur, j'aurais du mal à te répondre, parce que mon niveau d'anglais est pas terrible. Mais voilà, mais s'il y avait Cavan Scott qui arrivait, là, on fera... même toi, tu feras un effort pour parler en anglais. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà, on parlerait pas en français tous les deux à côté de lui. Là, ils sont tous les deux, ils commencent en espagnol, ils finissent en anglais. Bon, je sais pas... Je trouve pas ça très cohérent. Ouais, c'est pour montrer que la personnage America Chavez est une latino, donc ça parle latino, ça fera plaisir au public latino. Venez acheter mes billets. Oui, mais faudrait pas se fatiguer à lire les sous-titres trop longtemps. C'est ça. Mais ouais, elle est absolument pas développée. C'est même le coup du... son pouvoir, donc elle peut traverser les univers, mais tu comprends, elle contrôle pas son pouvoir, et c'est que quand elle est en détresse qu'elle contrôle que son pouvoir se déclenche. Oh, le truc qu'on n'a pas déjà vu 50 milliards de fois, quoi, merde.
Ah bah oui. Et puis après le combat final où elle se met à dompter son pouvoir, elle serre très fort les dents, elle sort très fort les poings, et met une grosse patate à la méchante sorcière, et puis oh bah tiens, ça s'ouvre. Oh bah tiens, je peux déclencher mon pouvoir comme ça. Ouais, non, c'est dommage. Le personnage... Enfin, ça aurait dû être le deuxième personnage le plus important dans les gentils, on va dire. Et... presque... Wang est presque plus intéressant que... Plus intéressant que niveau de pleurer. Et puis c'est en mode... non mais il y a que quand je panique que mon pouvoir se déclenche. Oh bah s'il y a que ça, on va te coller des tartes jusqu'à ce que ça se déclenche alors. C'est... Non mais c'est... Ah, et puis le coup du... Ah non mais alors le Docteur Strange que je connaissais, il veut me... pour empêcher que ça, il a trouvé qu'une seule solution, me tuer, alors je vous fais pas spécialement confiance. La nana te dit qu'elle a déjà parcouru des univers et qu'il y a toujours des différences. Oui. Bon, en fait, c'est bizarre parce qu'en fait, soit elle aurait dû dire j'ai déjà parcouru 50 univers et vous êtes toujours un salaud et donc je m'en vais. C'est ça. Et du coup, elle ne reste pas avec lui. Ou alors, elle va pas. dit, et même, elle dit vous êtes un mec complexe et vous pouvez m'aider. Je sais que je dois me méfier, mais je reste avec vous. Mais je sais pas, elle est entre deux là. Et même, c'est pire parce que si c'est pas le premier Strange qu'elle croise et qu'il essaye de la buter, bon, au bout de combien de Strange tu vas comprendre que c'est pas vers eux qu'il faut te tourner. C'est ça. C'est, je sais pas, mais. C'est pour ça qu'il y a un truc de pas logique. Et puis l'actrice en elle-même a rien à jouer en fait. C'est ça qui est chiant, elle a rien à jouer. Ah ouais, non, c'est triste parce qu'ils lui ont pas laissé du tout un rôle ouvert quoi. C'est ça. Le rôle est vraiment... Eh ben si, elle ouvre juste des portes. Elle subit. C'est ça, son rôle c'est d'ouvrir les portes, c'est tout. C'est ça. Non, c'est assez triste. J'ai bien aimé l'autre Christine. Je trouve c'est pas mal d'avoir que dans l'autre univers, du coup, elle travaille à regarder justement le multivers, à étudier ce genre de choses. Je trouve ça pas mal. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa, mais il y a la partie mini-romance, un moment, tu sens que, oui, c'est pas son Strange, mais bon, il a quand même la même tronche, il est aussi beau et sympa, et puis marrant, et puis il a plein de pouvoirs, donc on va pas tarder à craquer. Et puis lui, tout pareil, c'est pas sa Christine, mais comme elle lui ressemble comme de gouttes d'eau, donc il tombe instantanément amoureux. Ah, tu vois, c'est des univers différents, mais dans le sien, elle était docteur, là, elle est docteur, il y a que la spécialité qui a changé, quoi. Ah ouais, non, mais clairement, les univers, ils se ressemblent. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé des autres Strange. Bah, il y a le premier, le Strange à mèche blanche qu'on voit qui meurt. Donc celui qui a rien trouvé de mieux que n'y arrivant pas, on va buter une gamine de 15 ans parce que y a pas de raison. On le voit assez peu. Si, on le voit quand même pas mal une fois qu'il est mort, quoi. Oui, mais c'est parce qu'après, en fait, il est possédé, il revient. Il a quand même pris un sacré coup. Et puis j'adore quand même la vitesse de décomposition des corps. Dans le MCU, c'est fantastique, hein. Je me suis fait la réflexion aussi, je me suis dit, mais il a déjà cet état-là, là. C'est ça, c'est assez marrant. Donc, tu vois, pour le côté zombie, mort-vivant, ils ont accentué le truc. Mais en gros, techniquement, ça fait que 12 heures qu'il est mort. Donc, la moitié de la peau qui s'est barrée, les muscles bouffés aussi. Faut peut-être pas déconner. Surtout, là, vu où il est, à mon avis, il y a pas non plus énormément de bestioles, qui vont se mettre à le bouffer. Par contre, tu vois, cette séquence-là, je l'ai trouvé assez cool.
où il revient en mode zombie avec la cape fait avec les âmes damnées. J'ai trouvé ça assez marrant. Et même la petite phrase du docteur Rookin là, qui le protège dans l'autre univers quand il est en train justement d'être attaqué par les âmes. Elle lui dit mais en gros je sais plus exactement ce qu'elle lui dit, Christine. Ouais, par Christine, et qui lui dit mais c'est rien, ça, c'est des âmes damnées, t'es le plus grand sorcier de la galaxie, c'est peanuts ces machins-là pour toi. Et j'ai trouvé ça assez marrant, parce que on commence à voir l'étendue des pouvoirs, des vrais pouvoirs de Strange. Et c'est assez cool, quoi. Il possède un gars à travers un autre univers. Il arrive à contrôler des âmes damnées. Et je trouve le truc assez cool. Moi, je sais pas. Autant le fait qu'il possède le Docteur Strange mort, qu'il y ait des aspects zombies et tout, je trouve c'est plutôt fun, c'est plutôt bien amené, c'est drôle d'un point de vue graphique, c'est plutôt sympa. Par contre, les âmes damnées, je sais pas, je trouve que ça sert pas à grand chose. Oh, c'est toujours le coup du machin, tu fais mumuse avec les morts, donc il y a des créatures de la nuit ou des machins qui viennent et qui essayent de nous bouffer. Ça me faisait penser en fait dans un dessin animé de Batman. Je sais plus c'est lequel exactement, mais où il est avec John Constantine, Denman, d'autres trucs. Et Denman, c'est un personnage, c'est un mort-vivant en fait. C'est une espèce de fantôme et autres. Et lui voit les monstres, les fantômes comme ça, les âmes damnées. Et il y a une séquence où en fait t'as des âmes damnées qui tournent autour de Batman, qui essayent de le faire peur, mais lui ne les voit pas. C'est juste Deadman à côté qui est terrorisé, qui dit à Batman mais elles sont devant toi, elles essayent de te faire peur, et Batman qui fait bouh, et toutes les âmes damnées se barrent. Et pour moi c'est le genre le même truc, le genre de gag où tu un peu fun, où au final t'as le Doctor Strange qui est localisé dans un autre univers, qui quand même arrive à posséder le corps mort d'un autre Strange dans son propre univers, et qui, en plus de le contrôler, se met à contrôler les âmes damnées qui doivent le bouffer parce qu'il est en train de faire mumuse avec des forces obscures, tout ça, et ça se pose là, c'est moi le patron et venez pas m'enquiquiner. Ah, c'est vraiment pas mal. On n'a pas parlé du Strange. Du coup, du Sinister Strange, pas trop là. Enfin, on a juste effleuré. Il est assez peu. Globalement, il est assez peu présent. Au début, moi, je pensais que c'était le Strange maléfique qu'on voyait dans What If, mais je me suis rappelé comment il finit. Non, pour moi, c'est pas lui, en effet. Mais je le trouve finalement assez similaire, en fait, à ce Strange maléfique. C'est un Strange qui a voulu obtenir plein de pouvoirs pour lui ou pour sauver quelqu'un d'autre, et qui a fini par se faire bouffer. Mais j'ai trouvé très beau le combat à coups de notes de musique. Ouais, le combat à coups de notes de musique est très... Alors, non seulement il est beau, mais je trouve que... Alors, c'est Danny Elfman qui a fait la musique, qui avait fait aussi les Spider-Man avec Sam Raimi, donc ils savent bien bosser ensemble. Voilà, il y a des petits morceaux de musique classique qui sont reconnaissables avec plusieurs styles les uns en face des autres. Je trouve que c'est vraiment impeccable. Ah bah oui, et puis pour l'avoir vu dans une salle 4D, alors non pas les 4DX mais les salles Dolby Atmos en pâté, en projection presse, t'es entouré par le son, c'est beau, et t'es pris dans le son, dans toutes les notes et qui s'entremêlent dans l'explosion de notes. C'est vraiment un effet, un très bel effet visuel et sonore à ce moment-là. Oui, c'est vrai que
Ça vaut vraiment le coup de le voir au cinéma pour ça. Rien que pour cette scène, c'est vraiment sympa. Après, sinon pour le reste, voilà, je trouve que il dure pas très très longtemps ce Strange. Enfin, finalement, on a plein d'autres Strange, mais finalement on passe un peu vite sur chacun. Sur 838, on le voit juste un peu dans un flashback. Et du coup, on n'a pas grand-chose. Ça, en total, on en voit 4, quoi. Le Strange hispanique qui meurt tout au début et qui revient qui revient possédé en mode zombie. Ouais. On a le Strange 616, le nôtre. On a le Strange 800 machin là qu'on ne voit qu'en flashback parce que quand ils arrivent dans son univers, il est mort. Et le Sin Strange qu'on voit à la fin, donc Monsieur Tenshina à 3 gneugneux et qui parce que encore une fois il a chopé des pouvoirs cosmiques phénoménaux mais sans demander la facture et en plus qui meurt là ce coup-ci. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que notre Strange maintenant a beaucoup plus de pouvoir qu'avant. Bon, on sait pas trop, mais en tout cas, oui, il a chopé un 3e œil. Bah oui, a priori, c'est ça. Donc, c'est surtout qu'on voit ce Sin Strange mort, mais on voit le 3e œil qui s'ouvre. Et donc, qu'est-ce que ça représente? Puisque notre Strange à nous revient sur Terre, mais avec ce 3e œil. Je sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est le prix du Darkhold ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Je sais pas. Pour le moment, je sais pas. Au début, j'ai pensé que c'était le Sin Strange qui revenait sur Terre, mais a priori non. Puis j'ai été voir sur le net, machin, tout ça, donc il serait, il aurait récupéré les pouvoirs du Sin Strange. Est-ce que ça veut dire que il aurait récupéré d'autres pouvoirs? Parce qu'en plus, donc on a l'apparition du 3e œil à la toute fin du film, où ça lui fait mal au crâne, on entend les notes de musique, tout ça. Et dans la scène post-générique, où il est récupéré par une nouvelle arrivante dans le MCU, qui est Cléa, une grande magicienne, qui est l'une des femmes de Strange, aussi dans les comics, et qui est jouée par Charlize Theron, qui vient le voir, qui lui dit qu'il y a une nouvelle anomalie, donc encore quelqu'un qui fait mumuse avec le multiverse, qui utilise des pouvoirs pour déchirer la réalité, et qui montre la dimension noire, là où il y a Dormammu. Yes. Et quand Cléa lui dit s'il a peur, il pourra avoir peur, il y a le 3e œil qui s'ouvre, et en toute détente, ce Strange-là lui dit non, moi j'ai peur de rien. Donc je sais pas quand est-ce que cette séquence est censée se passer par rapport à la fin, mais on dirait qu'il a absorbé les pouvoirs et qu'il est pas, ou encore il n'y a pas encore le contre-coup de ces pouvoirs maléfiques qu'il aurait récupérés. Oui, ou alors il n'y a pas de contre-coup, je sais pas. Alors il est trop fort et pour lui il n'y aura pas de contre-coup. Et ce qui est assez marrant, c'est que on revient en fait à la phrase de Wanda. Quand lui bafoue les règles, c'est un héros. Quand elle le fait, c'est une méchante. Il aurait encore une fois bafoué les règles et il s'en sortirait très bien, quoi. Du coup, ça m'ouvre d'autres pensées. Je me dis, à la fin de Doctor Strange, on voit que Mordo décide de poursuivre tous les sorciers. Et là, quand il voit l'autre Mordo, il dit juste voilà, que ils sont ennemis sur la Terre parce qu'il arrête pas de le poursuivre ou je sais pas quoi. Donc la bonne question, c'est est-ce que enfin dans le 3, ce sera Mordo le méchant? Peut-être. Ou est-ce que Mordo sera un méchant? Parce que finalement, dans le premier, Mordo ne voulait pas que les sorciers aient trop de pouvoir, bafouent les règles. Et c'est ce que fait en permanence Doctor Strange. Encore plus avec ce 3e œil. Encore plus avec ce que dit finalement Wanda. Et c'est à mettre en parallèle. Et c'est pour ça que j'espère que ce Strange sorte grandi de ce truc-là, sorte pas simplement un mec arrogant pété de pouvoir qui s'en sort quasiment tout le temps avec une pirouette. Peut-être que ça va être Mordo le gentil. Je sais pas. Sait-on jamais. On n'a pas parlé non plus de la séquence de fin du film, finalement, du combat final. Ah oui, bah oui.
Enfin, si, on a juste dit que Wanda, finalement, ne se fait pas tuer, mais qu'elle meurt quand même. Alors, il faut peut-être retourner un peu en arrière. C'est parce que elle attaque, en fait, quand elle attaque Himalaya Land, la Magic Land, où il y a tous les magiciens, machin, elle attaque. Elle décime tout le monde. Il y a juste Strange et America qui arrivent à se barrer. Elle chope Wong. Je crois que là, elle a encore le Darkhold, et c'est une mage que connaît une sorcière plutôt. Les mages, c'est dans Harry Potter. C'est une sorcière que connaît Wong qui se sacrifie pour détruire le Darkhold. Et alors qu'elle aurait perdu tous ses pouvoirs, Wong lui dit qu'en fait, le livre n'était qu'un support et que la vraie source du pouvoir est perdue quelque part au fin fond des montagnes, et c'est là où il sera né. C'est là qui est le temple du premier démon, donc du mec qui aurait écrit le Darkhold. Et c'est vrai que on dirait un peu le château de Vador, mais en plus écroulé. Et c'est vrai que sur les statues qu'il y a, on a une représentation de la sorcière rouge, donc de la Scarlet Witch. Et c'est vrai que tout le lieu est empli de magie noire, et c'est là où le combat final se fait. Et où, au final, Wanda, une fois qu'elle est libérée de l'emprise du Darkhold, décide de tout détruire et de se sacrifier. Bon, sauf que, on connaît Hollywood, on n'a pas vu le corps. Quand tout tombe par terre, il y a une immense explosion rouge qui est la couleur de ses pouvoirs qui se passe. Et puis, de toute façon, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a les réparations au temple, la Magic Land. Mais a priori, tous ceux qui sont morts, j'ai lu quelque part qu'ils étaient revenus à la vie. Attends, comme ça que tous ceux qui étaient morts. Tu sais, comme le taureau vert, là, les autres mages qui se sont sacrifiés. Dans l'attaque. J'ai pas fait gaffe, parce que je l'ai pas revu, lui, ni celle qui se sacrifie pour détruire le bouquin. Je sais pas, mais c'est vrai qu'ils sont nombreux quand même, alors qu'ils ont tous été décimés. Ils redonnent le bâtiment est encore recomplet. Donc là, je pourrais pas dire si c'est vraiment les mages qui ont été tués pendant l'attaque de Wanda qui ont été ressuscités, ou les Padawan qui ont pris du galon. C'est une bonne question. Je me suis pas posée du tout. Je ne sais pas. Moi non plus. C'est juste en lisant quelque part que les mecs avaient été ressuscités par Wanda. Par Strange, par Wong, j'en ai aucune idée en fait. Ouais, c'est étonnant, ouais. Je sais pas. Est-ce que t'avais autre chose à dire ? Non. Non. Bah, je crois qu'on a c'est votre dernier mot, monsieur Sylvain. Je crois qu'on a fait le tour. Encore une fois, moi je me suis quand même bien amusé. J'ai trouvé le film très sympa. Il ouvre à peine les portes du multivers. Par contre, ils mettent l'accent à fond sur la magie. Donc, ce qu'on voit depuis Shang-Chi, en fait, ça va être le multivers et la magie vont être les pierres angulaires de cette nouvelle phase du MCU, et je trouve ça très bien. Par contre, j'ai l'impression qu'ils vont dans tous les sens, en fait. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. D'abord, voilà, j'ai été agréablement surprise par le scénario, par la sorcière rouge, par le fait que, voilà, le premier, moi j'avais été un peu déçue parce que je trouvais que ça ressemblait trop à Tony Stark, enfin l'histoire de Tony Stark. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment étonnant. Après, je pense que ça aurait mérité peut-être une petite demi-heure de plus. D'abord, on voit pas beaucoup d'univers parallèles. Ensuite, il y a quand même pas mal de personnages, comme on l'a dit, qui sont pas beaucoup développés et qui auraient mérité un petit quart d'heure de plus. Voilà, donc c'est très bien, mais s'ils sortent une version longue, je dis pas non. Bah, de ce que j'ai lu, il y a au moins... C'est vrai que le film, il fait 2h06, je crois. Et j'ai vu qu'il y a 20 ou 30 minutes de scènes qui ont été coupées. Ah, mais c'est dommage. Franchement, ça méritait pas d'être coupé. Enfin, en tout cas,
le rythme du film, on se dit pas, il y a des longueurs. Non, peut-être avec les scènes coupées, ça n'arrête pas de courir, il y a toujours de l'action, ça court dans tous les sens. Mais c'est vrai que niveau développement des personnages secondaires, c'est très pauvre en fait, parce que à part Strange et Wanda qui se taillent la part du lion, les autres, il n'y a pas grand-chose. Ah, c'est ça. Mais encore une fois, on passe un très bon moment devant. C'est ça. Bon, je suppose que c'est les gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout, ils l'ont vu. J'espère, sinon, tant pis pour les spoilers. Donc je vais pas vous conseiller d'aller le voir. Et en tout cas, vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez le faire sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, on est présent partout. Toi Sylvain, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors sur Star Wars en direct, bien entendu, sur Game Alive, mon compte Twitter. C'est quoi déjà mon nom, machin ? Sylvain Game Alive, GAMALIVO. Voilà. Puis nous, vous savez, c'est Geek Squadron. Voilà. On vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et puis on espère qu'on va vous retrouver tout bientôt. Et à bientôt. Ciao. Salut.